C'est complexe à fabriquer et ce n'est pas de l'encre de Chine, ce n'est pas de la laque. En fait, c'est un PVD. Ça nécessitera une petite particularité technique qu'on n'avait pas avant chez Apose et même globalement aussi dépôt de brevet, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été fait dans l'horlogerie. Top ça. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Romain. Salut Xavier. C'est cool de te recevoir. Merci beaucoup. Encore un nouvel épisode de Petite Montre entre amis les amis avec une marque et là c'est Romain Thirier de la marque Apose. Exactement, ouais. T'es de Mulhouse, c'est ça? Je suis de Mulhouse, ouais, et je suis venu exprès pour toi aujourd'hui. Le mec, il s'est levé aux aurores, il a pris le TGV et il a mis quelle montre au poignet pour pas arriver en retard? Aujourd'hui, je suis arrivé avec une pure noire de jet, mais je l'ai mis sur un bracelet en acier. Alors, fais voir ça. Moi, j'aime bien les bracelets acier, j'aime bien tous les bracelets d'ailleurs. Bah, je vois ça, effectivement. Moi, j'ai mis ma Speed, les amis, une montre importante pour moi. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que tu fais, toi. Là, on a une Apose pure, noire de jet. Ok. Donc, design très 70s, je trouve. Par la forme, hein. Ouais, mais raconte-nous tout. Toi, t'es horloger, historiquement? Exactement, ouais. J'ai fait mes études d'horlogerie à Rennes. Et pour l'anecdote, j'ai tous les diplômes qu'on peut avoir en horlogerie en France. Alors, ça a un petit peu changé depuis, mais il y a le CAP, le brevet des métiers d'art, et j'ai aussi fait le diplôme des métiers d'art. Donc, je me suis spécialisé dans la conception. Et la suite, c'est l'ingénierie polytechnique. Il existe des études d'ingénieur, effectivement, ouais, dans la micromécanique en France, ouais, mais c'est une école à Besançon. Mais là, c'est vraiment plus l'ingénierie horlogère. Ouais. Et de cette école à Besançon, alors c'est plus près de chez toi, hein? C'est plus près, mais sauf que j'avais pas cette approche-là de l'horlogerie. Moi, je voulais vraiment être à la fois et à l'établi, parce que les ingénieurs, ils sont détachés. C'est plus le côté bureau, développement, alors que moi, de par ma formation, mais aussi mon appétence, je suis vraiment à l'établi. C'est moi qui assemble les montres. Ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais fait une école d'ingénierie. Tu vois, j'aurais pas été aussi pertinent dans le savoir-faire, dans la partie horlogère. Il va nous raconter tout ça. On va parler un petit peu de cette montre-là. T'as voulu démarrer, on en a plusieurs. On en a 5, peut-être plus. Il m'a dit qu'il y aurait des surprises. Je sais pas s'il y en aura. Qu'est-ce qui fait qu'elle représente pour toi, si j'ai bien compris, parce qu'on s'est décidé sur celle-ci pour démarrer. Tu m'as dit non mais celle-là, c'est ce qui pour moi symbolise la marque. Bah si tu veux, par le cadran, ce côté pur, hein, c'est d'ailleurs son nom, c'est la N3 pure. On est revenu vraiment sur l'essentiel de la lecture de l'heure. On a 3 aiguilles, heure, minute, seconde. On n'a même pas de date. D'ailleurs, le mouvement en était pourvu, mais j'ai demandé à ce qu'il soit retiré. L'idée, c'était d'avoir une montre qui soit le plus minimaliste possible pour être éloigné de toute la partie ostentation qu'on peut retrouver aujourd'hui dans certaines marques suisses, entre autres, françaises aussi pour certaines. Et ce côté cadran noir, puisque là, on a la version noire de jet, le cadran noir qui est poli, c'est vraiment ce qui représente le mieux le travail de la lumière chez Apose. Ouais, alors justement, il est magnifique. Je vais essayer de vous faire des prises de vue où on voit cette subtilité-là. Une des caractéristiques que vous revendiquez depuis toujours chez Apose, c'est vraiment de faire travailler la France et surtout les territoires aussi en Alsace et dans l'est de la France. Un cadran comme ça, tu vois, qui est très profond. On pourrait plonger dedans, on pourrait se dire, attends, on a l'impression que c'est, je sais pas, c'est de l'encre de Chine, entre guillemets. Comment c'est fait? Alors, t'es pas sans savoir qu'il y a eu un salon il y a peu de temps en Bretagne, le fameux Time is Precious. On remercie Frédéric et Stéphane pour organiser le salon. C'était super, endroit magnifique. Tous ceux que j'ai rencontrés, je vous embrasse fort. Ceux que vous avez rencontrés, je vous embrasse aussi. On s'est régalé. Exactement. Et face à toutes ces demandes-là, on m'a souvent demandé comment était fabriqué le cadran. Et le cadran, comme d'ailleurs la globalité de la montre, parce que tu as raison, elle est fabriquée en France. Aujourd'hui, je travaille avec une quinzaine de partenaires, même parfois plus, suivant les processus ou suivant les collections. 15 pour le cadran ou 15 pour la globalité de la montre. Mais pour le cadran, il y a déjà 5 personnes qui passent dessus. C'est complexe à fabriquer et ce n'est pas de l'encre de Chine, ce n'est pas de la laque aussi, comme on m'a demandé. En fait, c'est un PVD.
Ouais. Donc voilà, il y a ces 5 personnes qui passent sur le cadran, ils ont chacun un savoir-faire précis dans du polissage, dans de la gravure laser, dans le PVD, dans de la galvanoplastie aussi. Donc on va vraiment être là, moi en tant qu'apose et chef d'orchestre finalement, je suis là à chaque étape de la production. Quand tu dis 5, c'est 5 à des endroits différents? Alors ou c'est dans un même atelier? Non, au contraire, les entreprises, donc les 15 partenaires avec qui je bosse, ne se connaissent pas ou très très peu. Donc c'est un choix qu'ils se connaissent pas ou non, c'est que chacun a son activité. Tous ne sont pas de l'univers de l'horlogerie aussi. En l'occurrence, sur le cadran, sur les 5 boîtes, il y en a peut-être un qui travaille fréquemment avec le domaine de l'horlogerie, sinon les autres ils sont globalement ou dans la maroquinerie, dans l'usinage, dans le polissage, dans la galvano, sur des parties de sac à main par exemple. Ouais. On en a d'autres qui sont dans le stylo haut de gamme par exemple, il y en a qui sont aussi dans la lunetterie. Donc tout ça c'est les savoir-faire que je vais piocher dans ces partenaires-là. Alors ils sont pas tous dans les mêmes ateliers, néanmoins ils sont quand même pas loin les uns des autres. Globalement, sur les 15 partenaires avec qui je bosse, il y en a quelques-uns qui sont en Alsace, par exemple, le packaging est fabriqué pas loin de Colmar. Il y en a encore une entreprise avec qui je bosse qui sont dans la région parisienne, pardon. Mais sinon, globalement, ils sont entre Morteau et Besançon. Attends, juste qu'on se projette. Tu as une base de départ sur le cadran. Ça, c'est un premier prestataire. Ouais. Et puis après, celui qui vient polir, c'est un autre prestataire. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'en fais 100, 200, 500. Bah, tu fais tes quantités. Le mec a fini cette première partie. Là, il y a de la logistique et de l'organisation pour envoyer d'un point A à un point B. Alors, et ainsi de suite. Oui, et en général, j'envoie pas, je récupère, je contrôle et je dépose. Dépose? À pause. Eh oui, alors pourquoi ça s'appelle la pause? À pause. Ouais. C'était donc à la création de la boîte de la montre. Quand je dis la boîte, c'est le boîtier de la montre. Ouais. L'idée c'était d'avoir un élément qui soit, on va dire, qui définit un nouveau style, qui soit complètement différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Ouais. À travers cette forme-là, on a vraiment voulu avoir un nom qui sonne comme un élément qui permettra de mettre en avant un style complètement défini. Et donc on s'est dit il faut qu'on trouve un moyen pour apposer un style sur un design unique, puisque le design unique on l'avait, donc il faut trouver quelque chose pour apposer. Bah, c'est resté à pause. Ok. On va découvrir les autres collections. On a vraiment une ligne directrice stylistique sur les index. Je les ai qualifiés d'index appliqués. Moi, ça me plaît, vous le savez. Ceux qui connaissent pas la chaîne, vous le savez que cette façon de faire plutôt 70s, fin des années 60, 70s, milieu des années 70, etc. C'est un truc qui me range bien. On n'est ni coussin, ni carré, ni tortue. C'est quelque chose d'original. Le truc qui est frappant tout de suite, c'est le bracelet acier qui est ça se voit en fait, c'est pas une approche de catalogue ou une inspiration trop inspirée, c'est très très différent. Ça fait partie de. Est-ce que c'est pas ça le marqueur de l'ADN de la marque, c'est-à-dire si on regarde chaque élément individuellement, on se dit pas c'est des aiguilles Brodaro, c'est un bracelet Grainerie, c'est un cadran-ci, tout est singulier en fait. Tout a été dessiné. Il n'y a pas de catalogue. De toute façon, pour fabriquer une montre en France, tu es obligé de venir avec des éléments auprès des fournisseurs. Par exemple, le gars qui usine le boîtier. Ouais. Pour fabriquer un boîtier, on bosse avec plusieurs gars. Pour faire un boîtier, il faut aller voir un usineur. Donc un usineur, lui, il faut pas juste lui donner un dessin sur une feuille. Il faut lui donner des fichiers qui sont modélisés en 3D. Il faut lui donner des plans techniques qui sont cotés, tolérancés. Et avec l'usineur, tu lui parles d'usinage. C'est-à-dire qu'il faut avoir le même langage pour lui faire comprendre ce que tu veux. Et lui, il va aussi pouvoir accompagner la marque pour améliorer les process. Donc oui, tous les éléments sont vraiment définis par la marque et ont été dessinés. Je vois que sur ce modèle-là, j'ai l'impression que sur les autres, c'est pas le cas, mais on va vérifier. Là, t'as un protège-couronne. Exactement, ouais. Pourquoi? Pour l'esthétique, parce qu'il y a une étanchéité plus élevée que les autres? Pourquoi? Alors, c'est principalement pour l'esthétique, parce que l'étanchéité est la même sur toutes les montres à pose. En l'occurrence, on a aujourd'hui une étanchéité de 10 bars. Okay. Quelle que soit la collection. Ouais. Principalement esthétique, puisqu'on a sur cette pure et le protège-couronne est aussi présent sur la collection radiale. Ouais. Je présenterai tout à l'heure. Ouais. Esthétique, avoir un peu plus de corps, et c'est aussi au niveau des finitions. Sur le boîtier de la pure, il y a donc une finition particulière sur la carrure. On est satiné, donc dans le sens 6 heures, c'est un satiné vertical. Ah oui. Horizontal. Ok. Pardon. Ok.
comment est-ce que tu te souviens comment est venue l'idée d'avoir justement cette carrure, je vais dire concave, je pense que c'est ça le terme, vraiment creusée ici, qui apporte une ligne pas fréquente, on va dire, même rarement vue. C'est quoi l'idée? C'était de se décaler, de se démarquer des autres. C'était aussi pour donner un peu d'évolution par rapport au boîtier, puisque cette collection-là n'est pas la première qu'on a présentée. Ouais. Les premiers boîtiers avaient la forme, donc la carrure avait la forme de la lunette. On retrouvait ce galbe, le ni rond ni carré, sur la carrure. Okay. À travers cette collection-là, l'idée c'était d'avoir un petit peu plus de dynamisme sur la tranche, alléger et affiner aussi le boîtier, puisque là en termes de finesse on a un 40 mm de diamètre au boîtier, mais en épaisseur on est à moins de 9 mm, on est à 8,95. Donc l'avantage d'avoir ce dynamisme là, ça permettait de casser un petit peu les codes, et puis surtout ces petites facettes qui viennent donner justement cet élan là, c'est aussi par rapport à notre fabrication qui est française. Ouais. Alors question pour toi, tu disais tout à l'heure, là il y a un mouvement qui avait une date, tu l'as fait enlever. Ouais. Petite question technique, je suis pas sûr de la réponse, j'ai même un gros doute, et comme t'es horloger, ce qui n'est pas mon cas, je te pose la question, tu enlèves la date sur un mouvement, tu gagnes en épaisseur, ou en fait c'est simplement que tu l'as fait enlever pour pas avoir une date fantôme quand tu tires la couronne? Exactement, alors il y a 3 points différents. La date, quand on la retire, ça ne fait pas gagner d'épaisseur parce que la date est inclue dans l'épaisseur totale du mouvement. Si j'ai demandé à ce qu'il soit retiré, à ce que la date soit retirée, c'était par souci de pureté. Je voulais pas avoir un guichet sur le cadran. C'était vraiment la lecture de l'heure. Design et esthétique. Exactement. Ce que ça implique, c'est simplement de retirer les composants de la date. Et néanmoins, ta dernière question, c'était, pardon? Quand tu, je veux faire l'exercice. Là, t'as pas de couronne vissée. Si je tire, est-ce que j'ai une date fantôme avec un cran? Non. Non, j'en ai pas. Exactement. Parce que c'est effectivement, c'est au niveau du frein de tirette. Le frein de tirette, c'est la partie du mécanisme qui permet justement d'avoir ces incréments quand tu tires. Et donc, il y avait 2 gammes de freins de tirette, une pour la date et une sans la date. Ok. Quel mouvement dans ce modèle? Dans ce modèle, comme les autres que je vais pouvoir te présenter, c'est le mouvement français Bosch. Dans cette fabrication française que je porte aujourd'hui pour valoriser les savoir-faire, c'est évident de pouvoir utiliser un mouvement qui soit fabriqué en France. Ok. C'est un mouvement qu'on voit de plus en plus, donc c'est cool, c'est super, bravo les gars. C'est un mouvement que moi je trouve beau. Il y a un double pont en forme de nœud papillon, chacun, c'est le papillon de Rochard, chacun il voit ce qu'il veut, mais il y a un vrai intérêt visuel. Par contre, fond de boîte fermé, et là pour le coup sans aucune littérature. C'est quoi? C'est de la timidité, c'est le côté épuré. On vient pas polluer avec quoi que ce soit, on reste concentré sur le côté limpide du. Il y a quand même un peu de littérature sur ce modèle-ci, parce que ça c'est sur d'autres, sur toutes les maps. Sur toutes les montres de la collection, en fait, tu vas avoir les inscriptions qui vont être précises. Donc là, c'est la pure que tu avais. Et là, c'est la 12. Donc la littérature, tu l'as. Alors celle-ci étant ma montre. Évidemment, ça, moi, c'est toujours l'horloger qui est le plus mal équipé. Donc moi, j'ai une version proto. Mais effectivement, il y a une littérature. Ok, ça marche. Mais t'as raison, fond fermé quand même. Fond fermé, c'était pour tout simplement valoriser globalement le travail sur le boîtier. L'idée aussi, c'était pas de surcharger le coût de production, puisque fabriquer en France implique quand même d'avoir un coût de fabrication qui est peut-être plus élevé que d'aller chercher des composants à l'autre bout du monde. Donc forcément, l'idée, c'était pas de surcharger un prix de vente auprès de la clientèle, mais de faire quelque chose de simple. Mais j'ai envie de l'ouvrir. Donc, il se peut que pour les prochaines collections. Il va nous sortir des scoops. Là, on va se régaler. J'en ai profité pour sortir la deuxième de la pochette magique, qu'on tire un petit peu au hasard. Alors là, on a quelque chose qui est complètement dans la ligne esthétique. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de protège-couronne et on a des index cardinaux vraiment très originaux. Comment elle s'appelle celle-ci? Celle-ci, c'est la collection 12. 12 parce que c'est la première fois qu'on a des chiffres sur le cadran. La typographie des chiffres est inspirée de la forme du boîtier. Donc tu vois, si tu prends par exemple le 6, qui est la partie, le chiffre le plus large, on va dire, tu retrouves bien ce fameux ni rond ni carré dans la forme extérieure. Tu as raison aussi, on n'a pas de protège-couronne sur ce boîtier-là. L'idée, c'était de pouvoir proposer un boîtier qui soit à la différence de la pure et de la radiale qu'on verra encore tout à l'heure, un boîtier poli, plus de brillance, plus de finesse, moins chargé, puisqu'à contrario, c'est la première fois qu'on a des chiffres sur le cadran, ça donne un peu plus un côté horloger, plus traditionnel à la montre.
pour la lecture de l'heure notamment. C'est ça. Vu que ça charge un petit peu plus le cadran, on vient alléger la carrure, le boîtier avec ce protège-couronne en moins. Ok. Même fabricant de boîtier? Ouais, exactement. Et c'est même issu de la même production. À une étape de production prête, là où on a usiné un protège-couronne, pour ce boîtier-là, la fraise, elle est passée tout droite, elle a retiré le protège-couronne. Ok, ça c'est l'usinage. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec deux boîtiers qui sont usinés différemment, mais ils sont pas encore finis. Non, parce qu'encore une fois, l'usineur, il usine, il pollue pas. Ouais. Et donc après, t'envoies, on va essayer de réfléchir dans l'ordre. Alors moi, j'aime bien parce que il y a, comment ça s'appelle ce brosset à trait tiré circulaire? C'est un nom. Sur la lunette? Ouais. Ouais, c'est un brosset soleil. Un brosset soleil. Moi, ça me rappelle les Speed MK2, MK3, vraiment les Tokens des années 70 qui sont ma cam. Il y a un ordre souvent prédéfini, tu vois, pour aller faire la finition. Ouais. Est-ce que, par exemple, le mec qui te fait son brosset soleillé, c'est le même qui te fait ton polymiroir sur le côté? Ouais, exactement, parce que on a un usineur et un polisseur. C'est vraiment deux métiers complètement différents. Le polisseur, lui, va s'occuper de mettre vraiment la finition sur l'acier. Donc, il va savoir polir, brosser, satiner, microbiller, sabler si tu le veux. Il sait faire toutes les finitions parce que les deux personnes que j'ai citées, l'usineur et le polisseur, travaillent globalement pour l'horlogerie suisse et très haut de gamme. Ok. Et là, pareil, tu vas récupérer sur place ou tu reçois tes boîtiers qui sortent de l'usineur. Ouais. Tu vérifies tout un par un. Bah oui. Ouais, non mais bah oui, mais tout le monde ne le sait pas. C'est vrai. Parfois il y a des mecs qui vendent des montres, ils les reçoivent directement du détroit d'Ormuz qui est bloqué dans un conteneur. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil ce que tu fais. Et j'ai même pu aussi voir, parce que dans mon travail d'horloger, moi j'assemble aussi. Et j'ai pu donner déjà quelques petits coups de main à certaines marques horlogères qui se lançaient. Je faisais l'assemblage pour ces marques-là. Okay. Des fois, je recevais les boîtiers qui étaient usinés, finis, avec le verre directement monté sur la lunette, et le boîtier était entièrement emboîté, assemblé, étanche, avec la couronne en place, juste posée dans le tube de la carrure, pour montrer, voilà le travail qu'on a fait. Nous, on est fabricant de boîtiers à l'autre bout du monde, on vous a livré un boîtier fini. Alors que moi, le travail que je fais, c'est que je vais voir l'usineur, je récupère, je contrôle avec lui la qualité et les tolérances, je vais chez le polisseur, je lui donne mon cahier des charges en lui disant je veux ici que ce soit poli sur le chanfrein de la lunette, sur le retour du fond, cette carrure-là sans protège-couronne, elle doit être polie. On met en place ensemble les process, les quantités aussi. Et ensuite, une fois que lui a terminé son travail de polissage, je récupère, on contrôle la qualité aussi à chaque fois. Là, on voit qu'on a une vraie montre commercialisable, c'est qu'il y a de la littérature en dos. Exactement. Alors, numéro 3. Ouais. C'est quoi cette histoire, numéro 3? Numéro 3, c'est vrai que ça était globalement assez complexe à comprendre. Ouais. Dans la collection de la pose, disons que la collection numéro 3 qu'on présente depuis le début, sachant qu'on vend des montres depuis 2021. Ouais. La collection numéro 3 se voulait être la collection qui se portait, on va dire, le plus facilement possible. C'est la montre chic sport chic, quelque chose qui se porte en toutes circonstances facilement. La numéro 2, donc tu vois la stratification, la collection numéro 2 d'Apose se devait être plus haut de gamme que la numéro 3, et à terme on devait retrouver une collection numéro 1 qui devait être la collection la plus haut de gamme. On est dans le prisonnier, quoi. Qui est le numéro 1, quoi? Et ça, le numéro 1, c'est la suite? Alors, il y a une collection qui sera présentée prochainement. Je pense que ça sera, alors on est en 2026, ça sera peut-être en début 2027 parce qu'il y a énormément de travail à faire. Ouais. Qui pourra être considérée comme une numéro 2. Elle sera plus haut de gamme, plus particulière. Ok. Revenons 15 secondes sur la Noire de G acier, puisque donc là on a un boîtier, voilà, c'est une marque qui est très reconnaissable, qui est très différente au final. Je me demande laquelle est plus habillée ou plus quotidienne, on va dire, je sais pas. Prix d'une Noire de G sur acier. C'est 2950 euros TTC. La Noire, la 12 est toujours sur bracelet acier ou tu peux la prendre sur bracelet autre? On peut changer le bracelet. Ok. Là, tu as le bon exemple. On a donc une pure Noire de G avec un bracelet en acier, mais tu peux très bien mettre le bracelet en acier sur une 12 Indigo. Ok. Et ça va radicalement changer le visage de la montre. Quand 2950 sur acier, ça c'est un cuir, mais on ne voit pas tout de suite que c'est du cuir. Il est quand même aussi sacrément travaillé parce que il a été pressé en fait ici. Et quoi, t'as mis un pattern, exactement. Une texture. Alors à l'image
de l'ensemble de la montre, le bracelet a été travaillé aussi en interne. Le bracelet, il faut savoir qu'on travaille avec Longchamp. On récupère leur chute de cuir et on en fabrique des bracelets. La marque de maroquinerie? Exactement. Ouais. Donc à l'arrière des bracelets, tu trouveras la mention Apose X Longchamp. Donc tu achètes des chutes de cuir chez eux et après tu fais bosser des maroquiniers qui sont effectivement... Sachant qu'il y en a un paquet en Alsace, il y en a une bien connue mais qui a été rachetée et on peut plus les utiliser maintenant. Alors ça, c'est pas des maroquiniers, ça c'est une tannerie. Donc chez eux, tu achètes vraiment le cuir en masse. Mais par contre, moi, les maroquiniers avec qui je bosse, ils sont dans la partie aussi de la Franche-Comté, puisque c'est toujours, encore une fois, le secteur maroquinier qui est bien présent. Ouais, bah bien sûr. Et donc tu as raison. Alors le bracelet, il y a différentes hauteurs. Donc on a le bracelet en cuir qui a une base et ensuite il y a une partie supérieure qui, elle, comme une bande, est cousue sur le centre du bracelet et il y a un marquage à chaud d'un pattern en Paris. Ouais. Très original. Bon, il y a une boucle qui est simple mais qui est quand même on va dire étampée ou en tout cas ou gravée d'une certaine façon. Ouais. Mais c'est pas simple de sortir des bracelets et je trouve que entre votre bracelet acier très différent de ce qui se fait par ailleurs, tu vois, et cette logique de bracelet cuir, c'est impressionnant parce qu'en fait quand on le regarde comme ça, on pourrait de loin se dire ah bah c'est un tropique. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. Quand tu le touches, t'as un petit doute. Et là, bah, c'est chic et sport. Et puis, le cuir est pas non plus habituel dans le secteur d'horlogerie. Encore une fois, c'est un cuir qui est issu de la maroquinerie. Ouais. Donc, il a été nourri, traité d'une manière un peu particulière, puisque c'est vraiment un sac qui est issu d'un bracelet. Donc, sur cuir, elle est à combien? 2700. Et la 12 aussi. En fait, toutes les montres, pures, 12, radiales, elles sont à 2700 € sur bracelet. Voilà, c'est super simple. Bah oui. 3 x 9, 27. Voilà. Écoute, x 10, 2700. Très bien. Parle-nous un petit peu de cet index et de cette typo à 12 heures. Là, qu'est-ce que vous avez voulu faire? On pourrait, tu vois, ça amène un peu de cinétique. Dans le 2, c'est quoi? Parce que quand on les regarde, tes index, on pourrait presque se dire, purée, ils ont mis le 9 à l'envers, le 3 à l'envers. Il y a un vrai logique visuelle. Et ce qu'on voit pas souvent dans les montres quand on a des chiffres arabes, souvent on se dit, ouais, les mecs, vous avez regardé sur Word la liste des typos, etc. C'est un sacré boulot, ça. Encore une fois, c'est inspiré de la forme du boîtier. Donc, on a vraiment pris un diamètre extérieur et ensuite coupé, on va dire, certaines zones de la forme pour en définir des chiffres. Donc, cette typographie-là, elle n'existe que pour Apose. Et surtout, il y a que ces chiffres-là aujourd'hui qui ont été dessinés pour avoir cette typographie. C'est cool. C'est vraiment inspiré du boîtier. Mouvement France-ébauche. Toujours. Également, combien de réserves de marche? 44 heures de réserve de marche. Et ils sont réglés à -4+6. C'est toi qui règles? Non, là je demande à la manufacture de régler pour moi. Là où avant je prenais un petit peu plus de temps, puisqu'avant... Tu dis la manufacture, tu parles de... La manufacture France-ébauche. Ok. Là où je prenais un petit peu plus de temps, puisqu'avant d'utiliser France-ébauche, j'emboîtais du pékinier avec le calibre initial. Ouais. Et là je me permettais de régler légèrement les mouvements, puisqu'ils tiennent assez bien la route. Donc moi je les réglais à -2+2 et ça tenait quand même super bien. J'ai eu de très bons retours concernant le réglage. Grosse réserve de marche, le calibre initial. Ouais, 65 heures. Ah ouais. Ça, je trouve que c'est le seul point, pas faible, mais ok, le sujet c'est d'en prendre des Français, etc. Mais là, 44 heures, on est sur le standard de quasiment plus de 50 ans des 28, 24, 28, 92. C'est vrai. Cette espèce de 40, 42, 44. Et là, maintenant, t'as par exemple, la Joux-Perret, mais la Joux-Perret, ils sont pas français. Cela dit, il y a Chanel qui est rentré au capital, donc bon. Disons qu'il y a d'autres valeurs. Plus de 60 heures, ouais. Globalement. C'est quoi la suite des mouvements? Comment tu vois la suite? Pourquoi? Alors déjà, c'est vrai que 44 heures, ça fait partie de la moyenne de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Néanmoins, j'en discutais, et d'ailleurs, c'est toujours bon aussi d'avoir le retour de la clientèle. Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais en fait, aujourd'hui, c'est un argument marketing plus qu'une nécessité, parce qu'aujourd'hui, ou suivant les personnes aussi, il y a beaucoup de personnes qui portent chaque jour une montre différente. Donc jamais ils vont vraiment exploiter la réserve de marche au max. Donc tout dépend des habitudes et les consommations. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ton intérêt, évidemment, les amis, dites-le en commentaire. Romain vient là, c'est une belle initiative. C'est pas facile de vendre une montre de marque peu connue
française à 2700, 3000 balles, tu vois. Donc en fait, à un moment ou un autre, le sujet c'est le pourquoi, c'est l'exercice de style. Et donc en ce sens, qu'est-ce qui fait qu'un produit peut valoir plus qu'un autre? Parce que tu l'expliques, t'as tout le process, tout. Voilà, c'est 1000 fois plus compliqué ton quotidien pour faire ça, bien sûr, que de te dire je me fais shipper des trucs aussi bien finis soit-il entre guillemets. Et donc dans le message de la marque, le fait de se dire en fait où vont mes fonds quand j'achète quelque chose, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. 60 heures ou 44 heures, ça change pas grand-chose. Mais à un moment ou un autre, ça explique le positionnement d'un produit, et etc., etc. Voilà. Aussi, effectivement, je peux comprendre. Et encore, comme je disais, tu vois, c'est un argument marketing et aussi c'est un argument qui permet aussi de valoriser un prix de vente d'un mouvement. Parce qu'aujourd'hui, un mouvement, c'est quand même pas donné. Donc c'est ça. Parlons un petit peu des aiguilles là qui sont très différentes. Alors je pense que c'est la même forme. C'est la même forme, mais il y a un revêtement sur ces aiguilles-là en nickel. Et ici, on a un revêtement PVD. Alors, on a aussi une tempographie qui est appliquée sur le centre de l'aiguille, qui donne justement ce contraste un petit peu entre la brillance du poli miroir du fond de l'aiguille et cette tempo-mate. Ouais. Et excuse-moi, c'est le pied de l'aiguille des secondes, on appelle ça comme ça, qui est avec, a priori, si mes yeux ne me trahissent pas, une forme géométrique à 6 côtés qui laisse penser à l'hexagone. Évidemment. Voilà, ok. C'est cher à la valeur de la marque. C'est ça l'idée. Les aiguilles, pareil, vous les avez fait dessiner, vous les avez designées, vous les faites fabriquer. Exactement. Fabrication en France. Tout à fait. Et tu vois, typiquement pour l'aiguille des secondes, c'est des outillages qui sont assez onéreux, qui sont demandés. Il y a de l'outillage qui permettent donc de frapper l'extérieur de l'aiguille, et donc ce contrepoids de l'aiguille des secondes avec cet hexagone, il est évidé. Donc il y a un outil pour faire la frappe extérieure et un outil pour faire la frappe intérieure. Okay. Donc ça, c'est déjà 2 process de fabrication, et j'ai poussé le vice encore plus loin pour avoir cette finesse de boîte assez importante. J'ai demandé à mon fabricant, qui est Amorto, de venir en fait alaiser l'intérieur de l'aiguille, parce que l'aiguille, comme tu la vois, en fait, elle est peinte. Il y a en fait un giclage d'un vernis mat qui est fait sur l'aiguille, et le fait de gicler de la peinture comme ça vient obstruer une partie du perçage où vient se loger l'aiguille des secondes sur l'axe des secondes. Okay. Le fait d'avoir de la peinture à l'intérieur, ça me bloquait, on va dire, sur ma hauteur d'aiguille. Quand je viens mettre les aiguilles en place, il y a un aiguillage. Et c'était contraignant pour moi d'avoir de la peinture à l'intérieur. Donc, j'ai dû demander au fournisseur, après la finition, de venir alaiser, donc de venir retirer à l'intérieur. Et donc, tu te doutes bien que ça fait 0,25 mm de diamètre. Donc, il doit reprendre chaque aiguille une à une pour venir avec un tout petit, une forme de pince toute légère, venir prendre l'aiguille, venir passer t'imagines le travail. Ça, quand tu lui as demandé ça, à relation client, fournisseur, confiance, partenariat, tout ce qu'on veut, à un moment ou à un autre, mais ça, reprendre ça va prendre X. Tout ça, en fait, te fait augmenter ton prix de revient. Et la complexité. Forcément, bien sûr, parce qu'on l'idée c'est pas de faire en France pour faire en France, c'est de chercher du haut de gamme. Toutes les montres aujourd'hui qui sortent des ateliers à pose, c'est la plus haute qualité qui est possible de faire en France. C'est d'ailleurs pour ça que la marque est née. C'était de prouver qu'on pouvait encore savoir-faire. Je suis d'accord. On a encore le savoir-faire pour faire des montres haut de gamme en France. Regarde, sujet intéressant. Tu fais fabriquer tes aiguilles chez un fabricant d'aiguilles à Amorto. Fabricant d'aiguilles Amorto, il fait pas que des aiguilles sur mesure, puisque tu lui as demandé des aiguilles spécifiques qui sont les tiennes. Vous auriez pu, dans votre projet, à pause, lui commander des aiguilles où le design existe déjà, etc., etc. Et c'est là toute la différence. Pour ça que je disais tout à l'heure, quand on regarde cette montre-là, le sujet, c'est pas d'aimer ou de pas aimer, C'est pas le style, c'est etc., etc., c'est le message. C'est de faire comprendre ce que c'est de fabriquer une montre en France, quoi. Parce que c'est ultra compliqué. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, des montres fabriquées en France. Parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette capacité technique à accompagner aussi les partenaires. Et comme je te disais, par exemple, pour le cadran, 5 manufactures qui passent les unes après les autres, toutes ne sont pas de l'univers de l'horlogerie. Donc, aujourd'hui, là où j'ai par exemple besoin d'avoir un cadran qui est parfaitement poli plat, sans micro-rayures à la lumière du soleil, ce qui est le pire des critères pour vérifier la qualité, dans l'horlogerie, il y avait plus personne qui savait faire ça. Donc, je suis allé voir quelqu'un qui a des capacités diverses et variées de production de composants, et lui avait racheté il y a quelques années une machine qui permettait de polir les composants de la manière la plus plate possible.
mais il l'a jamais utilisé cette machine. Il l'a acheté, il l'a stocké, et il y avait une tonne de poussière dessus. Et c'est quand on est venu chez lui en disant, voilà, j'aimerais faire ça. Il me dit, mais ça tombe bien, j'ai acheté une machine qui pourrait servir. Mais il savait pas comment l'utiliser au départ. Donc, on a mis en place des process, et le premier cadran qu'on avait fabriqué chez Apose, c'est une manufacture à Besançon, non, plutôt à côté de Morteau, qui venait le fabriquer. Et là où on s'était engagé avec de la clientèle, finalement, le cadran, il était tellement dur à fabriquer que l'entreprise nous a planté 2 semaines avant de livrer les montres. Donc en urgence, il a fallu remettre en place des process, et c'est aussi ça, là, toute la difficulté. Il y a un truc, juste que je saisisse bien, et je me dis que la question est intéressante pour tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais des 4 prestataires successifs sur les cadrans. Ouais. D'accord. Toi, tu le sais pas, mais les abonnés ils le savent. Je fais un peu de maroquinerie perso, etc. Tu fais tous tes trucs, toutes tes étapes, etc., etc. Et puis tu merdouilles la couture avec ton haleine, machin. Tu fais un trou, bah t'as perdu tout le boulot qui a été fait initialement. Donc là, avec tes fournisseurs là, le dernier qui intervient, si lui il déconne, bah tu peux pas utiliser ton cadran et il faut que tu refasses tout de zéro. Mais le mec qui est le premier à démarrer, il va pas te faire les cadrans gratos parce que le 4e a merdouillé. Donc j'ai payé les factures déjà pour les autres prestataires. Ah ouais. Plus j'arrive à la fin du process, plus je commence à prier. Parce que pour ça qu'il y a des index cardinaux, c'est la croix en fait qu'on voit là derrière. C'est vraiment complexe et c'est très risqué. C'est pour ça que je dois vraiment faire attention qu'à chaque étape tout soit calibré. Il y a un contrôle à l'entrée et un contrôle à la sortie. J'ai pas le droit que qui que ce soit se plante dans le process parce que sinon effectivement c'est perdu. Néanmoins, je vais pas faire payer le cadran cassé ou raté à la clientèle. Ça reste un coût de production qui est évalué par rapport à la qualité perçue. On enchaîne sur un troisième modèle ou couleurs différentes. Non, bah là c'est clairement différent. Alors attends, on va voir si j'ai suivi les mecs. On va voir si vous avez suivi aussi. S'il y a un protège couronne, c'est une pure. Où ça? Ou une radiale, ouais. Bon bah je pense que radial ça a un rapport avec le je sais pas, ce sous-cadran cannelé, on peut l'appeler comme ça. Exactement. Ouais, tout à fait. Fluted en anglais. En fait, c'est 2 process de fabrication différents. Là, il y a 2 composants. On a le cadran initial qui est usiné avec une petite gorge pour y venir y placer cette pièce-là toute particulière. Mais cette pièce-là, l'anneau central qui est cannelé, c'est par une méthode d'usinage particulière qu'on appelle par diamantage. C'est un outil au diamant qui vient découper la matière. Donc là, en l'occurrence, c'est du laiton parce que ça doit absolument être un métal mou. Le diamantage, ça se fait sur de l'or, de l'argent ou du laiton. Le diamantage, il diamante tout. C'est lui le plus dur. Oui, mais sur de l'acier, on n'arrivera pas à avoir ce polyoptique qu'on a là, puisque là, la pièce que tu vois, elle est sortie d'usinage. Alors, il y a un traitement derrière pour la couleur, mais il n'y a pas de reprise manuelle pour le polissage. C'est pas en blanc, comme sur une D-Date. J'aimerais bien, mais on sera peut-être pas à ce prix-là, parce que là, c'est compliqué. Pas encore. C'est en laiton? C'est en laiton. Donc, le laiton, globalement, c'est jaune, orangé, beige, si on veut résumer. Et qui s'oxyde en plus de ça. Ouais. Et donc, là-dessus, tu amènes quoi? 2 plaquages, du PVD? Ouais. Exactement. Tu as littéralement donné les 2 bons termes. Bah le plaquage pour moi, c'en est qu'un, c'est juste, je l'ai dit différemment. Ben non. C'est pas la même chose? C'est pas du tout la même chose. Pour mettre en place le PVD sur une pièce, d'ailleurs, que ce soit sur du laiton, il faut obligatoirement mettre une sous-couche d'accroche. Donc, sur cette pièce-là, c'est un revêtement par galvanoplastie en palladium nickel. Une fois que la pièce elle est plaquée en palladium nickel, je peux ensuite appliquer la bonne couche de PVD puisque là elle aura sa sous-couche d'accroche. Juste que je saisisse, attends, parce que là ça, tu le savais, c'est ce que tu as demandé, ou vous êtes arrivé avec un design, avec un truc, avec un machin, et là, le cadranier t'a dit, non, mais attends, pour faire ça, il faut démarrer avec une base comme ci, comme ça, sinon on va avoir tel et tel problème. Tu vois, d'où ça part, tout ça. Exactement. Et bah, tu vois, t'as déjà dit un terme, t'as appelé ça un cadranier, mais moi, j'ai pas de cadranier. Moi, je travaille vraiment avec 5 boîtes complètement différentes. Je peux pas m'appuyer sur le savoir-faire de quelqu'un, à part le gars qui fait le PVD. Donc, le gars, quand il fait le PVD et qui me dit, bah, il me faut une sous-couche d'accroche, bah, dans ce cas, je dis, alors, du coup, c'est quoi cette sous-couche d'accroche? Est-ce que, avec du
nickel ça marche? Est-ce qu'il vaut mieux avoir du palladium? Est-ce qu'il faut avoir un nickel qui soit nivelant? Mais le problème, si je mets un nickel nivelant sur ma pièce, je vais perdre le polyoptique. Donc il faut que je trouve vraiment, avec un partenaire galvanoplaste qui ne fait que de la galvanoplastie, la bonne sous-couche pour que justement tous ces processus jusqu'au bout arrivent à la pièce finale. Donc c'est énormément d'essais, de prototypage, de développement, de ratés, de nouveaux essais, c'est très très complexe. Donc cet anneau cannelé, exactement, une fois qu'il est fini, ouais, il vient être apposé, là on est fort, là on est fort, dans la petite rigole. Ouais. Et comment il se loge, comment il se tient? Ouais, comment il tient? Alors, il tient par deux biais. La première, c'est que l'anneau cannelé a deux pieds. Alors, il y a un peu comme un cadran. Ouais. Et sur le cadran, qui viennent sur le mouvement, sur la pas sur le mouvement, et qui sont directement chassés collés dans le cadran. Oui, non, mais je parlais des pieds d'un cadran classique. Ah oui, exactement. Oui, exactement. T'imagines donc deux pieds comme un cadran, tu as raison, qui viennent en fait rentrer dans les perçages qui sont au niveau du cadran. Donc les pieds, ils mesurent 0,2 mm, puisqu'il me reste 0,2 mm de matière pour y venir loger ça. Donc ça veut dire que je dois concevoir le cadran, je dois concevoir cette petite rigole d'usinage qui a été fait dans le cadran pour y accueillir cette pièce-là, que j'ai dessinée, modélisée, et ensuite derrière c'est moi qui ai assemblé cette pièce-là sur le cadran. Ok, même aiguille que sur la 12 Indigo. Oui, sur cette montre-là. Là, elles sont vertes les aiguilles. Là. Non, elles sont noires aussi, c'est pareil, c'est le même revêtement PVD. Okay. Il y a différentes variations de couleurs suivant les collections, entre la pure, la 12 et la radiale. Ouais. C'est les trois collections principales de la marque. Ouais. Il y a une dernière nouveauté que je vais présenter et que je présente de plus en plus, qui me plaît beaucoup. C'est la 37 mm, mais petite nuance, il y a souvent une variation de couleur. Et c'est aussi là qui est intéressant, c'est qu'à travers des cadrans différents, on a aussi d'autres technologies de visuel sur les cadrans. Là où on peut avoir un polyplan parfaitement maîtrisé et sans micro-rayures, sur certains modèles, je peux venir faire un dépoli au laser et ensuite avoir un revêtement. Okay. Ce qui est comme par exemple la 12 Céladon où il y a une belle revue sur ton site. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a un truc que j'ai pas vu, je sais pas si je vais réussir à faire les visuels, mais on a un alignement du soleillage strié du cadran. Je sais pas si c'est les bons termes, avec le soleillage de la lunette. Ça, c'est vraiment sympa. Original. Quand ce cadran-là, ou un autre d'ailleurs, est complètement fini, c'est pas toi qui poses l'insert canier. Il est fini. Il est fini. Sauf que, tu disais tout à l'heure que c'était un cadran avec des appliques. Il n'y a pas d'applique. C'est un cadran qui est entièrement plat et le réau, donc la partie supérieure qui présente les 12 bras, c'est une pièce intermédiaire qui se situe entre la lunette et le cadran. Ok. Donc c'est une pièce en plus. Ça tombe bien, il est tombé dans mon piège. C'était pour l'amener parler un peu de l'assemblage. Ouais. L'assemblage, sur le papier, on assemble, hein. Dire, et puis on peut assembler des trucs tout simples, machin, etc. Chez toi, chez Apose, l'assemblage, ça va de où à où? Ça va du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est bon, on peut enchaîner sur la suite. Non, c'est vrai que c'est complexe d'imaginer l'assemblage d'une montre parce qu'encore une fois, tout dépend avec qui certaines autres marques ont l'habitude de travailler. Non, mais là, on s'en fout des autres. Oui, mais justement, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, c'est moi qui ai tous les composants qui sont entièrement démontés devant moi et c'est moi qui mets les joints qui sont fabriqués sur mesure avec le verre, par exemple. Donc, je vais prendre ma petite lunette, je vais prendre mon petit joint, je vais le mettre en place, je vais prendre mon verre et c'est moi qui vais chasser le verre sur la lunette. Bon. Je vais prendre le mouvement que je vais mettre dans la carrure, le cadran sera mis sur le mouvement, les aiguilles les unes au-dessus des autres dans le bon sens. On était arrivé là-dessus avec le réau. Le réau, c'est toi qui l'assemblage, qui l'assemble. J'assemble tout. L'assemble tout. Ok. Donc c'est pas simplement tout est là, la couronne n'est pas là, le tube de couronne n'est pas là, et tu ouvres le fond de boîte, tu mets ton mouvement sur lequel t'as mis tes aiguilles, tu refermes et c'est parti mon kiki. Là, t'as le mouvement qui est complètement monté. Ouais, exactement. Voilà. Et toi, tu fais tout l'assemblage. Exactement. Est-ce que ce terme-là, c'est ce qui décrit de façon globale, parce que j'ai toujours eu un doute, l'habillage ou pas? Alors l'habillage de la montre, c'est plutôt tous les éléments esthétiques qui concernent la montre. Ok. Ouais. Ok. Pour cette partie assemblage, c'est vraiment l'assemblage. Ok. Donc t'assembles, tu fais tout, tu mets ou non ton bracelet. À quel moment tu testes la performance du mouvement? À mon avis, tu l'as testé avant qu'il soit monté.
En général, je contrôle quand même la précision du mouvement avant l'assemblage. Je vérifie, même si c'est quand même bien assuré par la manufacture France et Bosch, je cherche quand même à moi vérifier que tout est OK. Donc je contrôle chronométriquement tous les mouvements. Je les assemble. Une fois que la boîte de montre est fermée, je vais contrôler l'étanchéité, donc 10 bars. Ensuite, je mets en place un bracelet d'essai. Je mets ensuite ma montre sur un espèce de tu vois, un peu comme dans les fêtes foraines, là, t'as cet outil-là qui permet j'allais dire, le manège. Exactement. Non, mais que moi j'appelle ça manège, et qu'on sache pas comment ça s'appelle. Ok, mais comment ça s'appelle? C'est quoi ça? Le truc qui tourne, là. Mais j'ai le mot manège en tête maintenant, donc il faudrait que je retrouve le bon terme technique. Je vais l'avoir, ça va me revenir quand je chercherai plus. Mais, la montre est assemblée sur cet outil-là. Et ensuite, donc moi, je peux mettre 12 montres, sur le mien. Donc, je viens, en fait, faire tourner ce système-là pendant, 6 à 12 heures. Je le retire, je mets toutes les montres à l'heure. Et ensuite, je les regarde, visuellement chaque jour jusqu'à la fin de la réserve de marche pour contrôler qu'on soit bien dans la tolérance de la réserve de marche. Donc je pousse peut-être le contrôle loin parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est validé et vérifié par la manufacture. Mais quand je livre une montre, je m'assure que tous les tests soient validés et contrôlés avant. Donc ça veut dire que du début à la fin, sur chaque pièce, quand il y a une étape ou plusieurs étapes, chaque étape est vérifiée une à une, etc., etc. Ouais. Une fois que tu as fini tout ça, est-ce que tu mets, parce que là on voit des modèles sur acier ou sur cuir, tu les montes sur bracelet ou en fait tu les stockes, on va dire dans une logique de stockage, et puis une fois que tu les ships à tes détaillants éventuels ou que tu as une commande, là tu les prépares en fonction de la demande, c'est-à-dire je lui mets un bracelet acier, etc. Donc ça veut dire que ton stock de montres montées, c'est que le boîtier. C'est que le boîtier. Après, je prends un petit peu d'avance puisque j'ai pas mal de commandes et de demandes sur cuir. Donc, globalement, la majorité de mes montres sont montées sur bracelet cuir. Mais si c'est plus cuir. J'ai quand même pas mal de demandes cuir. Ouais, okay. Effectivement. Okay. Et pourtant, alors c'est pas dommage parce que les goûts et les couleurs, mais je trouve que le bracelet en acier donne vraiment un autre look à cette montre-là. Elle vient lui ramener un peu plus de corps, mais encore une fois, rien n'empêche de commander un bracelet acier supplémentaire pour pouvoir l'installer soi-même à la maison. On a 3 montres, donc avec un ADN stylistique. Elles sont toutes en acier ou t'as des trucs en PVD noir, en carbone, en je sais pas quoi, ou c'est tout en acier? Alors tous les boîtiers sont en acier inoxydable. Et encore, je rentre dans le détail technique, mais c'est important de comprendre aussi jusqu'au bout. Acier 316. C'est un acier 316L, mais pas n'importe lequel, parce qu'il y a X acier. Ouais. Il y a notamment l'acier 316L, mais dans la gamme des 316L, il y a encore X variations d'acier inox. Grosse variation de prix en fonction de ce que tu prends. Tout dépend, mais disons que c'est pas parce que je choisis le meilleur des aciers que ça va forcément être le double du prix pour moi en coût de revient. Cela dit, c'est sûr que ça augmente un peu. Et celui que j'utilise, c'est le 1.4441. C'est celui qu'on utilise en chirurgie. Donc on a une biocompatibilité qui est maximale avec la peau. Pour éviter des réactions épidermiques ou allergiques, ce genre de choses. Mais pas que aussi, parce que dans cette nuance-là d'acier, inox 316L, c'est celui qui est aussi le plus agréable à usiner pour l'usineur en termes de finition d'état de surface, puisque je vais jusqu'au bout avec l'usineur, je demande d'avoir une rugosité, donc ce qu'on appelle le RA. La rugosité, je cherche à avoir le minimum possible pour que derrière mon polisseur, il vient pas m'assommer avec un coût de main-d'œuvre exorbitant parce qu'il doit reprendre l'état de surface. Donc c'est aussi ça tout l'avantage, c'est qu'en demandant la plus haute gamme possible dès le départ, derrière ça facilite tous les process. Ok. Il me semble avoir vu sur le site d'Apose un modèle Attends, avec quoi? J'allais dire la BRI. C'est ça, là? C'est la BRI? Ouais. Mais qui est noire. Il est noir ou j'ai rêvé? Alors, c'est pas la BRI qui est noire, mais tu disais tout à l'heure un PVD. Ouais. Alors, j'utilise pas de PVD. Par contre, j'utilise un DLC noir pour certaines montres qui sont à l'édition limitée. Ouais. Mais pas que. J'utilise aussi de la galvanoplastie. Derrière, j'en avais caché une derrière moi. Purée. Alors, attends, bouge pas. PVD, DLC, galvanoplastie. C'est 3 trucs différents? C'est le PVD et le DLC, c'est le même process. Ouais. À quelques différences près. La galvanoplastie et le PVD, c'est pas la même chose. Ça, c'est une montre qui a été plaquée en or rose, 18 carats, par galvanoplastie. La galvanoplastie n'a rien à voir avec le process d'un PVD. La galvanoplastie, c'est un boîtier en acier ou éventuellement d'autres matériaux qu'on vient plonger dans un bain électrolytique
pour y venir déposer avec un courant la matière sur le boîtier. Donc là, on a un plaquage, c'est 5 microns d'or sur le boîtier. Ce qui fait que avec ce process-là, si par exemple tu viens, je sais pas, une petite rayure ou alors une griffe ou un poc contre un matériau, tu vas pas retrouver tout de suite l'acier en dessous parce que tu as une belle épaisseur qui permet d'avoir une belle qualité, donc une tenue dans le temps qui est bien supérieure. Dans 5 microns, 1 micron, c'est un millionième de millimètre. Vu comme ça, c'est pas énorme, mais il faut déjà imaginer que rien que de rajouter 5 microns d'épaisseur, donc au diamètre, c'est donc 2 fois l'épaisseur, j'ai déjà plus de difficultés à venir assembler ma montre puisque je viens rajouter de l'épaisseur. Encore une fois, moi, dans les cotes et tolérances que je demande à mon usineur, c'est extrêmement précis. Et finalement, les 5 microns, c'est pas si fin que ça. Là où, par exemple, le PVD, parce que ça existe, hein, des montres qui ont le visuel comme ça, quand tu la vois de loin, c'est du PVD rose, mais le PVD, c'est un autre process où, par PVD, c'est d'abord une couche de nitrure de titane que tu viens mettre sur le boîtier en acier. Ouais. Nitrure de titane, c'est un composant qui est beaucoup plus dur que l'acier. Nitrure de titane, d'ailleurs, il y a une teinte un peu jaunâtre. C'est souvent ce qu'on utilise comme un revêtement pour l'usinage, par exemple, ou alors sur des outils coupants. Et sur ce nitrure-là de titane, on vient mettre un flash d'or rose. Un flash, c'est fait par galvanoplastie, à nouveau, mais par contre un flash, c'est beaucoup plus fin qu'un micron. Ce qui fait que le moindre retard, ça se voit. Même, oui, et ne serait-ce que même des frottements. Si tu viens avec, je sais pas, par exemple, ta manche frottée bien sûr, répétitivement, bah tu peux retrouver sous le flash d'or rose le nitrure de titane. Donc là où ta montre, quand tu la recevais, elle était bien belle et en couleur or rose, au bout d'un moment, elle peut devenir vraiment un vrai jaune comme le nitrure de titane. Ça me fait penser, sans les citer, aux différents modèles qui sont commercialisés en PVD or. Je me suis fait la remarque qu'ils sont toujours en polymiroir. Là, sur ta galvanoplastie or, donc là on a de l'or, c'est le même polisseur qui te fait le soleillage de la lunette sur de l'acier directement, qui vient te le faire sur l'or. En fait, la couche de galvanoplastie est en dernier dans le process de fabrication du boîtier. Ok. La galvanoplastie, c'est une couche tellement fine, tu vois, tu disais tout à l'heure 5 microns, c'est millionième de, donc ce qui fait qu'en fait ça épouse la forme, y compris la finition. Ah ouais. Donc alors je regardais à la loupe, pas au niveau de... Je regardais à la loupe, alors tu sais peut-être pas, mais je suis très vintage. Et sur les vintage, le plaquage micron et l'épaisseur, il est frappé à l'arrière. Voilà. Donc je regardais si t'avais mis. Non, j'ai pas de poinçon pour ça, mais c'est vrai que c'était Lip à l'époque qui mettait ça. Il mettait 40 microns, c'était gigantesque. Ah ouais, bien sûr. Au-delà du fait que l'or s'est envolé, alors il a baissé ces dernières semaines, etc. Tu te vois faire une appose tout en or? En tout cas, mes partenaires sont en mesure de gérer le processus de fabrication. Okay. Le tout, c'est de savoir si derrière il y a une clientèle pour. Parce que évidemment, ça c'est encore différent. Néanmoins, on n'exclut pas, par exemple, tu vois, comme je te parlais tout à l'heure des classifications, une numéro 1 tout en or, ça s'envisage, par exemple. Mais la numéro 1 n'est pas encore sortie. Peut-être que ça va être le scoop de cet épisode. Alors là, on a quelque chose de très très différent. Alors très différent, pourquoi? Parce que ça a l'air significativement plus petit. Avec un réo cannelé. On pourrait dire, c'est quoi? C'est une clientèle féminine, c'est plus petit, c'est quoi? Alors c'est pas forcément pour une clientèle féminine. Effectivement. Il y en a. Et d'ailleurs globalement, toutes les montres se veulent relativement unisexes. Et on a d'ailleurs l'histoire nous l'a bien prouvé. On a beaucoup de clientes qui apprécient nos montres et qui portent quel que soit le diamètre. Alors tout à l'heure je disais qu'on a un 40 mm de diamètre. Après, vu qu'on a une forme particulière, ni rond ni carré, dans les angles, on tire à 42,8 de diamètre. Sur les angles, donc là où on est plus proéminent. Sur cette montre-là, c'est donc la 37 mm. Donc, c'est-à-dire que le diamètre est de 37. Dans le sens midi, 6h, 3h, 9h. Dans les angles, on tire à peu près 39, et quelques millimètres. C'est pas forcément pour une cliente féminine. Une clientèle féminine, c'est, je pense, pour varier aussi la proposition de diamètre, mais pas que. Dans le visuel aussi, il y a eu des améliorations ou des petites subtilités esthétiques qui permettent de jouer davantage avec la recherche de finesse. Sur cette montre-là, la lunette, elle est légèrement galbée, là où toutes les autres lunettes, étaient plates. Vu, mon capitaine, effectivement, j'avais pas remarqué. Par contre, ce que je vois, c'est que celle-ci, qui est une 12, et celle-là qui est, comment elle s'appelle? Une 37. Une 37? Ouais.
les cadrans sont différents. Ici, on a tu nous as expliqué tout à l'heure, tout un processus de polissage, etc. Là, on a l'impression d'avoir une sorte de texture. Exactement. Pas lin, mais parce que c'est pas les formes très verticales ou horizontales en fonction de comment on l'oriente. C'est quoi l'idée de cette texture de cadran? L'idée de cette texture de cadran là qu'on trouve aussi sur cette 12 ardoise qui est sur le plateau, c'est de venir donner de la texture. De toute façon, dans les montres à pose, on joue énormément avec la lumière. La lumière du boîtier, du bracelet, du cadran. Et là, en l'occurrence, cette texture-là, elle va évoluer, comme les autres montres d'ailleurs, suivant l'environnement lumineux. Ce cadran-là, il est comme tous les autres, d'abord poli plan, sans micro-rayures à la lumière du soleil. Et ensuite, je suis allé voir mon graveur laser et je lui ai dit, tu me surfaces la texture, la surface du cadran pour avoir vraiment on va dire un dépoli. Et cette texture que tu peux voir, et je pense qu'avec la lunette d'ailleurs, la petite Migros, ça doit être magnifique à regarder, tu vas vraiment trouver la ligne, le tracé de ce laser qui est venu. C'est ce que j'ai remarqué, ce que je regardais tout à l'heure. Tu vois, c'est sous forme de ligne, et sur cette ligne-là, il y a une multitude de points qui est venu en fait frapper le cadran. Vu que le cadran il est frappé par le laser, ça l'a légèrement aussi fondu. Ce qui fait qu'à la lumière du soleil, ce cadran-là mat, il vient en fait donner un côté étincelant, puisqu'on a vraiment tout le spectre de la lumière qui est décomposé. C'est assez intéressant à regarder. 1, 2, 3, 4, 5, mais il y avait une surprise, donc normalement il y en a une 6e. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme 6e? Retour sur bracelet acier. Alors là, c'est le fait... Là, si on a bien bossé, on est sur quoi? On est sur une pure... bleu marine, je vais dire. Exactement. Bleu en tout cas. Et elle a un petit nom. Donné un petit nom. Exactement. Elle a un petit nom, c'est le bleu indigo. Donc on est sur une pure indigo. Et alors elle est sur bracelet acier. Elle aurait pu être sur un bracelet cuir bleu aussi, par exemple. L'idée, là on voit la profondeur justement du reflet. Là où on a la pure noir de jet avec un cadran qui est extrêmement noir. Tu sais ce qu'on dit sur la chaîne. Si elle me va, c'est que je repars avec. Ah bah écoute, en plus elle te va très bien, t'es en bleu. Oh là, mais je suis toujours en bleu. Et ben voilà. Toi, t'es tout en vert. D'habitude, je suis tout en noir. Tu pourras repartir c'est vrai avec, que là, avec la verte. J'ai le droit. Attends, tu vois la profondeur de cadran dans le revêtement bleu. C'est une montre dont on ne se lasse pas. Quand on est dans un environnement terne, ou alors où on n'a pas beaucoup de luminosité, on a un cadran qui semble être noir profond. Quand on a un petit jeu de lumière, un reflet, on trouve un bleu qui est assez vif. Et c'est une montre qui est vraiment très belle. Et c'est là l'essence parfaite d'Apose, c'est sur ce jeu de reflets de lumière. Donc 2950 avec le bracelet acier. Voilà. Celle-ci aussi. Il y a un petit surplus parce qu'il y a de l'or. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'or que ça coûte forcément plus cher pour le client. Disons que j'ai aujourd'hui trouvé des subtilités qui permettent de réduire certains coûts à certains endroits. Et après aussi par simplicité, il y a un seul prix unique pour tout, quitte à ce que je mange un peu ma marge. Je préfère au moins être cohérent par rapport à ce que je propose. Comment on fait pour acheter une Apose aujourd'hui? L'idéal, ce serait de passer par le site internet. Il y a un site qui est marchand, qui présente toutes les gammes des montres, parce qu'aujourd'hui, il y en a quelques-unes sur le plateau, mais il y en a encore bien d'autres avec d'autres subtilités, d'autres couleurs. Et j'aime beaucoup les salons aussi. Donc sur les salons, on peut passer me voir et en général, je fais en sorte d'avoir un peu. Donc là, on s'est vu avec Romain le week-end dernier à Rennes. Exactement. Le prochain, c'est quoi? C'est au mois de mai, c'est à Bordeaux. Au Timefest. Tu fais Genève, sinon au mois d'avril? Je vais essayer de passer, mais c'est pas sûr. Sinon, le grand rendez-vous encore annuel, ça va être à Paris. Non, mais moi, je sais pourquoi il va venir à Genève, parce que le samedi 18 avril, il y a le meet-up d'Anichous à Genève. Magnifique. Tu sais que c'est le 4e que je fais sur place, soit lors de la semaine de Watches and Wonders comme cette année ou des Geneva Watch Days. Je peux pas vous dire encore où on va se retrouver, on a booké l'endroit, etc. Mais ça va être super, on va être très très nombreux. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein d'abonnés. Si vous n'êtes pas abonnés, les amis, à la chaîne, c'est le moment de le faire. Des locaux de toute la partie suisse francophone, schématiquement, qui viennent. Et puis, il y a tous les frontaliers. Qui viennent, et puis il y a un paquet de Parisiens qui viennent de plus en plus. Ceux qui sont inscrits, les amis, je vous remercie. Ceux qui ne le sont pas, c'est le moment de le faire. Tardez pas, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Ça, c'est cool.
Mais quand il y a de plus en plus de monde, tu l'as bien vu au dîner d'Alichous à Rennes, bah c'est de plus en plus difficile de trouver un endroit où il y a une équation économique qui fait du sens pour tout le monde. Et moi, je peux pas booker un endroit pour 100 personnes et on se retrouve à 30. Quoi. Vous imaginez qu'il va y avoir un problème économique quelque part à résoudre. Donc, bien évidemment, si tu viens à Genève, je compte sur toi. La suite. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qui est le numéro 1, hein, comme dans la série Le Prisonnier. Non, mais c'est quoi la suite? D'autres cadrans. Toi, tu as repris la marque il y a moins d'un an, hein, donc il faut te projeter. Puis on a bien compris avec tout ce que tu nous dis que tout ça, c'est de l'industrie. C'est de la passion qui te drive, c'est un métier. L'horlogerie, le métier d'horloger, c'est le temps long. Hein. Tu peux pas, je fais un truc et je fais du TikTok à côté. Non, il faut rester concentré, etc. Donc, sortir un nouveau modèle, c'est pas, allez, tiens, je vais en sortir un dans 3 mois, quoi. Et donc là, la suite pour toi, c'est nouveau modèle, nouvelle complication, nouveau design, un mix de tout ça. C'est un mix de tout ça. Et ne dis pas ce que t'as pas envie de nous dire. Non, mais il y a pas de souci. Non, t'as raison, c'est un peu un mix de tout ça. T'as raison aussi de dire que ça prend du temps, surtout quand on vient faire tous les composants. Et encore une fois, je peux pas m'appuyer sur une entreprise qui sait tout faire. Je dois continuer ma réflexion, je dois continuer mon travail des fois pour chercher aussi des nouveaux partenaires. Parce que justement, dans cette volonté de chercher à développer de nouveaux produits, ça m'emmène aussi à trouver des nouveaux process. Donc, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de temps passé. Effectivement, dans la suite, j'ai envie de venir avec de nouvelles propositions. Alors, ça va pas venir du jour au lendemain, parce que j'ai encore déjà du stock produit par rapport à ces montres-là que j'ai encore envie de présenter et de valoriser. Pour les nouvelles collections, elles arriveront plutôt, parce qu'il y en aura plusieurs des nouvelles collections, je pense en fin 2026 sur la présentation. Si ça se passe bien, j'aimerais même la présenter avant. Ouais, mais ce qui m'intéresse, moi, et je vais dire c'est ce qui intéresse les abonnés, c'est en fait qu'est-ce que tu veux faire. Et donc parce que une nouvelle collection, tu vois, regarde, on va prendre un truc tout bête. Je comprends. Il y a la tannerie bien connue en Alsace qui a été rachetée par Hermès et qui fait le tannage Barrenia. Moi, quand je vois ce que tu fais, faut que j'ai envie de te dire, putain, sors-nous un cadran fumé marron qui va complètement avec du Barrenia, et là t'envoies un message d'artisanat alsacien grave. En tout cas pour moi. Mais ça, c'est pas un nouveau modèle. C'est une déclinaison. Tu peux mettre ça dans une 12, dans une pure, enfin, etc. Nouveau modèle voudrait dire, est-ce que tu vas pas mettre une date? Est-ce que une GMT, une phase de lune? Chrono, c'est compliqué, hein. Faut tout refaire. Il me sourit parce que je sens qu'il a pas envie de nous répondre. Mais si, il a envie de nous répondre, mais il ose pas. En fait, là où je vais répondre à ta question, je dois, pour pouvoir vraiment mettre en place mon nouveau projet, je dois déposer un brevet. Ah, super. C'est pour ça que je peux pas encore exactement préciser ce que je vais faire ni dans quelle intention. Ça nécessitera une petite particularité technique qu'on n'avait pas avant chez Apose, et même globalement aussi dépôt de brevet, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été fait dans l'horlogerie. C'est top, ça. Ça va être quelque chose de très sympathique, dans un style de montre où tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec, quand tu veux, et qui se porte en toutes circonstances. Tu sais, on utilise un terme chez les aficionados, le GADA. Alors, ça tombe bien que tu me le dises parce que je sais pas ce que ça veut dire. Je les entends dire c'est le GADA, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai cru comprendre c'était Good Old Delhi ou pas. Non, voilà. Non, c'est pas la Good Old Delhi. Cela dit, ça peut être un peu dans un équivalent. Le GADA, c'est le Go. Pardon, là, il va falloir que je réfléchisse 2 secondes. Non, mais parce que j'ai un gars qui me l'a dit au salon, au Tamis Precious, et en fait, ça m'a tellement obnubilé parce que c'était pas le bon terme que je l'ai gardé en tête et j'en ai oublié le bon. Mais on faisait de la pédagogie, on parle d'un terme. Non, mais attends, le GADA, c'est en fait, c'est Go, et moi j'ai Go Everywhere, Do Anything. Donc, ça serait plus le Go Anywhere, Do Anything. Donc, ça serait le GADA. Mais en fait, là, c'est le GADA. Et donc, j'ai oublié la notion. C'est une version anglicisme, évidemment, comme beaucoup n'apprécient pas l'anglicisme, d'ailleurs. Mais, tu vois, c'est un peu ce côté montre qui va partout et qui fait n'importe quoi. Okay. Il faudrait que je retrouve quel est ce deuxième A. Sans doute que dans le commentaire, ils vont l'avoir. Tu vas sortir une GADA pose.
Bon, voilà, un jeu de mots de merde. Il y en a eu plein de jeux de mots et puis souvent il est l'heure de la pause, ça revient souvent. Mais c'est dans ce style de montre-là que j'aimerais pouvoir présenter dans les prochains temps parce que ça va rajouter plus de technicité, plus de complexité. Alors, je vais jamais rester dans l'ostentatoire non plus. Encore une fois, Apose est aux antipodes de ça. Mais j'ai quand même cette envie-là de pouvoir proposer de nouvelles choses avec un design un petit peu plus léché, plus contemporain. On retrouvera quand même cette identité, cette forme de boîtier. Tu vas prendre un designer c'est déjà dessiné. Ok. J'aime bien aussi pouvoir renouveler aussi certaines marques et de plus en plus, j'aimerais bien essayer de voir ce que d'autres personnes en dehors de la marque puissent ont éventuellement comme idée pour revaloriser ce design-là. Je suis intéressé. Moi, j'ai envie de conclure. D'abord, je te remercie vraiment d'être venu. Pour moi, si on doit retenir qu'une chose, bien évidemment, les montres, elles vous plaisent pas, vous me posez des questions. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Sinon, vous pouvez contacter Romain via son site, forcément, machin, etc. Mais pour moi, le résumé qu'il vient de dire, c'est la suite. Je peux pas trop préciser parce que je vais déposer un brevet. Et ça, c'est l'illustration de l'investissement, parce que déposer un brevet, ça coûte du fric. Ça garantit pas que tu vas réussir à faire quelque chose avec. Ça garantit pas que t'as pas des mecs qui vont venir te bricoler un truc, etc., etc. Et ça montre que tu as envie de proposer quelque chose qui plaira ou qui plaira pas. Bien évidemment, on te souhaite que ça plaise, mais où tu amènes quelque chose d'autre que ça ressemble au voisin. J'ai choisi sur catalogue et il y a plein de marques qui sortent des modèles avec des composants issus de catalogue, et au final, il se passe quelque chose visuellement, et il y a des gens qui aiment. Donc en fait, c'est pas le sujet, ils aiment ou ils aiment pas. C'est en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, pour moi, le résumé d'Apose, c'est ça. C'est qu'en fait, tu veux pas faire du non-conformisme au sens de l'original, mais tu veux venir avec une proposition de valeur, tirée vers le haut, avec des locaux, avec des Français, avec des gens de ta région, la région au large, parce que Morteau, c'est pas en Alsace. Non, pas du tout. Non. C'est pas très loin non plus. C'est pas loin, mais tu vois, si je dois aller chez mon premier sous-traitant, je mets 1h15 de route depuis chez moi, Mulhouse, et le dernier à proximité, il est à 1h45. Donc tu vois, c'est vraiment dans un petit vivier, et dans un petit village, j'ai 3 gars qui bossent pour moi. Dans un petit village. Donc vraiment, il y a quand même une partie. Alors c'est évidemment proche de la frontière avec tout ce savoir. Ça, c'est l'arc jurassien, ça. C'est l'arc jurassien, et c'est aussi là où je suis quand même moi très heureux de pouvoir aussi présenter ces montres-là, parce que je valorise à travers ce produit-là le savoir-faire de cet arc jurassien. Et moi, mes partenaires, ils me le font comprendre, ils me le disent d'ailleurs. Ils sont aujourd'hui très heureux de pouvoir contribuer à un produit qui se veut et qui valorise le savoir-faire français, parce que la majorité de leur savoir-faire part pour des marques suisses, et ils parlent pas du savoir-faire français. Est-ce que vous savez, les amis, on va tous se retrouver au mois de juin? Tu sais, toi? Non. Si, tu peux deviner. Du côté de Morteau, j'imagine. Morteau, pas complètement, mais c'est pas très loin. Oui, on va se retrouver aux 24 heures du temps. Tu sais quoi, j'y serai. Moi aussi j'y serai, parce que normalement c'est pas encore bouclé, mais bon, en tout cas ils me l'ont proposé. Je vais participer à une conférence sur les collectionneurs, avec le regard que moi j'amène au travers de la plateforme, avec des profils complètement protéiformes. Le collectionneur de montres russes vintage, celui qui fait que les Seiko Orient Citizen, celui qui a que les blockbusters avec le meilleur chrono, la meilleure plongeuse, le truc, etc., etc. Ceux qui font que dans les marques françaises, ceux qui sont complètement protéiformes, sans ligne directrice. Et en fait, c'est ça le collectionneur. Il y a des gens qui accumulent, il y a des gens qui changent beaucoup, il y a des gens qui veulent surtout pas dépasser les 5 montres, il y en a qui en ont des dizaines, des centaines. Tout ça, vous pouvez le découvrir sur www.dalichous.com. C'est vraiment intéressant de voir sur un avis sur une montre, quelles sont les autres montres possédées par cette même personne. Et en fait, si vous vous connectez humainement en disant, mais en fait, voilà, cette montre-là, elle me plaît, et vous vous rendez compte que celui qui l'a, il a des montres que vous aussi vous trouvez désirables, voire vous avez les mêmes, ça fait une connexion en fait émotionnelle, pas sensorielle parce que vous la portez pas la montre, qui est un déclencheur de désir additionnel. Et quand le désir devient trop important, on achète une montre. Et à un moment ou un autre, c'est ça le sujet. Et le désir, parfois, vient de la compréhension. Ouais. Je pense que là, on a progressé sur la complexité de fabriquer une montre, la complexité d'avoir une unicité stylistique et d'essayer d'apporter un message. 2950 sur acier, quel que soit le modèle, 2700 sur cuir.
Exactement. www.impose.fr. Ouais, et il est encore temps de voir aujourd'hui cette petite 37-là, puisque cette édition-là, c'est une édition en 50 exemplaires. 50 exemplaires, les petits poignets, les poignets de poulet, de rats, de fourmis, ou alors les gros poignets qui veulent avoir une petite montre, parce qu'en fait, c'est ça. Ben oui. Chacun porte ses montres comme il les aime. Rendez-vous sur www.impose.fr. Si vous voulez participer, les amis, en tant que collectionneur amateur, vous m'écrivez sur www.dailychoose.fr ou vous envoyez un email sur guest, gusts@dailychoose.com. Voilà un autre anglicisme. Pour ça que je fais les deux, parce qu'il y en a qui aiment l'un ou l'autre. Voilà. Et puis, je vous reçois dans le canapé, on passe un bon moment. Et oubliez pas de shooter un avis sur la plateforme Dailychoose. Pourquoi? Pour aider les autres à faire le bon choix. Vous aimez votre montre, il y en a d'autres qui peuvent l'aimer, mais la réalité, c'est que souvent, la montre que vous aimez et que vous avez, les gens savent pas qu'elle existe. C'est aussi simple que ça. Ouais. Merci Romain. Merci beaucoup. Salut les amis, ciao ciao. À bientôt. Ce programme vous est présenté par Dailychoose, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailychoose.com pour raconter comment tu aimes ta montre.